Bonjour à vous, ODH Note, auditeur ou simple curieux qui découvre pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde qui, comme son nom l'indique, vous parle de l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement, mais également des interviews d'ufologues et d'associations, l'édition de Culture OVNI. Mais passons dès à présent aux informations importantes de cette édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes et non des ODH TVistes, comme j'ai pu le voir dernièrement en commentaire, c'est Rémi Fauchereau, reporter du département de Lyon, mais également veilleur, ufologue et président de la EPA, Association d'études des phénomènes aériens, mais aussi Thierry Rocher, membre du SSO, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, qui répondent aux deux questions que vous nous avez envoyées. Dans les informations importantes de cette édition, retour sur la zone insolite qui s'est déroulée à Lévis, au Québec, le 30 novembre 2019. Dans la rubrique OVNI dans l'histoire, Éric Zurcher, ufologue, vous partage un cas de rencontre rapprochée du troisième type avec un triangle volant. Dans la rubrique Culture OVNI, vous retrouverez Gilles Durand, membre de l'association du SSO, qui va vous parler de livres en ufologie. Nous passons par la suite aux annonces des partenaires. Et dans la question de cette édition, c'est Thierry Rocher qui y répond. Ensuite, Bernard Hugues vous partagera l'actualité OVNI aux États-Unis. Et nous finirons par le dossier, le deuxième épisode de la série Brouillage. J'en profite également pour vous remercier, vous autres, ODH Note, mais également toutes les personnes qui partagent les vidéos d'ODH TV sur leur groupe Facebook comme OVNI Sciences Paranormales ou comme Isabelle Férigo d'Annecy, Isor de Toulouse, Thierry Larquet de Brest, Cyril de Nantes et j'en passe. Je remercie également la page Facebook Zone Parallèle de Carole Lozé, mais également la page Zone Anormale de Pamela, mais également les blogs et sites, comme par exemple le site SFH d'Iverbo, les forums, comme par exemple le forum Les Mystères des OVNIs, en saluant Polyèdre 57, Laureline et Guillaume 84, et Alex Kritschek aussi, et tout le monde qui partage les vidéos, les événements d'OVNI dans l'histoire TV. Pour toi, qu'est-ce qu'un ufologue ? Un ufologue, c'est quelqu'un qui va déjà sur le terrain, surtout. C'est quelqu'un qui fait des enquêtes de terrain, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément derrière son ordinateur à faire du copier-coller, c'est quelqu'un qui s'intéresse à diverses disciplines qui peuvent servir à l'ufologie, comme l'astronomie, l'aéronautique, etc. Il y a beaucoup de disciplines. Et puis il n'y a pas de formation pour devenir ufologue. On n'a pas réponse à tout, c'est pas sous prétexte qu'on est ufologue qu'on connaît toute l'ufologie. Il y a des tas de gens qui se disent ufologues, qui sont arrivés très tôt, très tard dans l'ufologie, actuellement par exemple. Et puis sous prétexte aussi qu'ils ont un titre scientifique, on estime qu'ils doivent tout savoir sur l'ufologie. Et en fait, c'est pas parce qu'ils ont un titre important qu'ils connaissent toute l'ufologie, vu qu'ils sont venus très tard à l'ufologie. Ils savent écrire, ils savent parler, ils savent enjoliver, mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que les ufologues devraient s'intéresser à l'aéronautique autant que les ufologues doivent s'intéresser à l'astronomie. Ça, c'est très important. Il y aurait sûrement moins de méprise de ce côté. Est-ce que dans les rapports d'observation d'OVNI, donc RR2 et RR3, les témoins ont rapporté que l'objet projetait une ombre au sol? Oui, après, tout dépend comment le témoin est placé par rapport au soleil. Donc ça reste à déterminer par le biais d'une enquête. Parce que tu peux voir un objet, mais tu peux ne pas forcément voir l'ombre de la manière, enfin de l'endroit où tu es placé. Donc à l'ancien, tu vois. Il y a eu des cas comme ça. Moi, ça me revient pas en tête, mais je suis sûr qu'il y a eu des cas comme ça. J'ai des vagues souvenirs de cas où des phénomènes passent et l'ombre est bien visible au sol, quoi. Où le témoin voit l'objet passer devant le soleil. Forcément. Voilà. Moi, je peux pas en dire plus.
Mais dans certains cas, la personne ne peut pas voir l'ombre de par sa position par rapport au soleil et par rapport au phénomène. Le 30 novembre 2019 s'est déroulé à Lévis, dans la province du Québec, au Canada, un événement qui s'intitulait La Zone Insolite, co-organisé par Carole Lauzé de l'émission de radio Zone Parallèle sur la radio CJMD 96.9 Lévis, mais aussi Raymond Choquette, responsable de la page Facebook L'Insolite et l'Étrange se rencontrent. Ainsi, notre reporter Jean-François Primeau y était présent et il a réalisé un reportage avec de nombreuses entrevues, mais également en filmant les conférences et l'ambiance. En voici un court extrait de l'intervention de Carole Lauzé. Je ne sais pas si la cote d'écoute peut-être qu'elle n'était pas aussi haute aujourd'hui parce que vous êtes probablement tous ici, ceux qui m'écoutent d'habitude, mais c'est pas grave, au moins on a eu du plaisir. On a appris des choses sur Jean Cazot et vous allez en apprendre encore plus tantôt. Le reportage sur cet événement sera disponible courant de l'année 2020. T'as un cas notamment aux États-Unis, là, le policier qui se réveille la nuit là, et il entend du bruit, il sort dehors avec sa lampe torche et puis il illumine un petit gris contre la haie. Puis il rentre en vitesse chez lui prendre son flingue, évidemment. Et puis il s'aperçoit qu'il est une demi-heure ou une heure plus tard. Donc il laisse sa femme dormir et il se cadenasse dans la salle de bain avec le pétard sur les genoux, tu vois. Et il attend le petit matin. Et il veut téléphoner à ses amis, et puis il sait comment on traite les témoins d'OVNI, donc il dit non. Finalement, je ne fais pas. Et bien, à un moment, quand il a allumé l'être a disparu sur place, il s'est éteint sur place, l'être. Et il a regardé en l'air, il y avait un énorme triangle noir au-dessus avec des petites lumières. Donc tu en as eu d'autres dans le listing de cas, triangle RR3 ? Il y en a peut-être un ou deux autres, oui, c'est possible, oui. Mais il y en a. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. C'est plus rare. Oui. Par exemple, pendant la fameuse vague de la vallée de Luçon, il y en a un. Le témoin, d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment courageux, ce témoin. Il voit 15-20 personnes arrêtées sur le bord de la route. Il y a une plaine et il y a une colline. Et il y a un gigantesque objet triangulaire qui est sur la colline, en haut. Tu vois. Pour lui, il est juste au-dessus des arbres. Donc, il monte, il prend sa lampe, il laisse tout le monde, il traverse la petite plaine, la petite prairie, il monte dans la colline qui n'est pas très haute, à travers les arbres, et il arrive au contact de l'objet, et il s'aperçoit que l'objet, il n'est pas au-dessus des arbres, il est dans les arbres. Et encore plus absurde, quoi. Et à un moment, il voit un être arriver, et il sait que l'être sait qu'il est là. Et il a l'impression, il a comme pas un message, mais il a la sensation qu'il doit rien faire, il ne doit pas bouger. L'être va vers l'objet, il rentre dans l'objet, à un moment il se retourne, il lui fait un geste, et il rentre dans l'objet qui s'en va. Très grand, hein, l'objet. Pas un petit truc, hein, il faisait au moins 100 mètres. C'est un truc énorme, puisqu'il avait été vu depuis le... Bon, et tu avais 15 témoins qui regardaient avec les voitures arrêtées. Voilà, c'est le seul cas où le témoin a vu, le RR3 consécutive à la vague. L'engin était dans les arbres, mais il a affecté les arbres alors, l'engin ? Non. Même pas ? Non. Tu peux parler d'hologramme, tu peux parler de technologie hyper avancée, de toute façon ça sert à rien de parler de technologie hyper avancée. On est face à une hyperphysique, c'est-à-dire quelque chose qui manie les lois de la nature d'une manière beaucoup plus évoluée que nous, le stade auquel on est, et la technologie c'est rien, c'est un sous-produit, de ça. Moi je vois ça comme ça. À ce niveau-là, la technologie est toujours un sous-produit de la physique. Ça vient pas de l'artisanat, hein. Ça ne peut découler que de la physique. Voilà. Et la physique repose sur quoi ? Sur un niveau mathématique qui est... voilà. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Quel livre conseillerais-tu aux néophytes ? C'est-à-dire ceux qui commencent à se plonger dans cette soupe ufologique. Moi, je peux dire ce que j'ai lu en premier. J'ai lu le bouquin de Guittara en 69,
donc Soucoupe volante et civilisation d'outre-espace, parce que c'était pas cher, c'était dans la collection L'aventure mystérieuse chez J'ai lu, et que ce livre n'est jamais paru autrement que dans cette collection. Et ensuite, j'ai lu le Michel Carouge, Apparition de Martien, de 63, mais je l'ai acheté en 70. Il n'y en a pas de livre neutre sur les ovnis. Ils donnent tous une opinion. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par des catalogues, tu vois, pour voir un peu ce que c'est que les catalogues, c'est toujours aussi restrictif, parce qu'un cas condensé en 6 lignes, ça ne sert à rien. Hein. Enfin, ça sert à rien. Ça donne une idée qu'il y a eu quelque chose à cet endroit-là, mais après, une vraie enquête, c'est 10 pages minimum. Hein. Minimum. Une rédigée, quoi, je veux dire. Hein. Rédigée, c'est une dizaine de pages, avec les dessins et tout. Mais un vrai dossier d'enquête, ça peut être 50 documents. Des photos du témoin, des photos de ce qu'il a vu, s'il a fait des photos des lieux, donc l'enregistrement du témoin, donc l'interview du témoin, le questionnaire qu'on lui pose, le questionnaire qu'on lui envoie, enfin des tas de choses comme ça, quoi. Ce que fait Rémi, mais en mieux. Après, ce que je conseillerais, je ne vais pas donner de bouquin à lire particulièrement. Par contre, quelqu'un qui s'est déjà plongé dans l'ufologie, qui a déjà lu un certain nombre de bouquins, qui peuvent être tous axés vers la même hypothèse, je vais lui proposer à ce moment-là de lire des livres qui présentent d'autres, justement, d'autres points de vue. Hein. Je vais lui proposer de lire OVNI, Anthropologie d'un mythe contemporain, le collectif Tinvilic. Je vais lui proposer de lire Et si les ovnis n'existaient pas de Michel Monnery. Peut-être des bouquins de Marc Calais aussi. Voilà, ou par exemple Lueur géophysique, ou bouquins sur les météores, etc. Voilà. Ce qui est très bien avec Marc Calais, c'est qu'en fait, il démystifie pas mal de choses, entre autres avec les météores. Il démystifie le fait que plein d'extraits de revues scientifiques du XIXe siècle ont été utilisés par les ufologues en prétendant que c'était peut-être des ovnis, et lui, il dit que ce sont juste des météores particuliers. Voilà. Si quelqu'un a déjà commencé à lire des choses qui vont vers un point de vue particulier, il faut qu'il équilibre tout ça avec des livres qui donnent d'autres points de vue. Et sinon, les repas UFO, c'est une association et il y a plein de repas. Il y en a à Paris, il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, il y en a à Brest. Voilà, donc c'est une association, on ne se prend pas la tête. Autour de repas, on se retrouve, on peut échanger nos expériences, nos questionnements, nos livres, tout ce qu'on peut poser comme question. Et après, il peut y avoir des conférenciers qui interviennent. Donc c'est vraiment convivial, donc n'hésitez pas à rejoindre ou peut-être à créer, si vous êtes dans une ville où ça n'existe pas, vous vous rapprochez des repas ufologiques sur le site et on peut créer aussi un repas. Voilà, donc je vous invite dans le club des passionnés, des chercheurs, des expérienceurs aussi. Comment vois-tu l'ufologie des années 20, c'est-à-dire des années 2020, autant dire la prochaine décennie? Moi, je la vois pas forcément différente de l'actuelle ufologie. Je m'attends pas à quelque chose de percutant, qui vienne bouleverser l'ufologie française. On aura des anciens ufologues qui vont partir. Il va y avoir des disparitions, c'est sûr et certain. Le GEPAN, lui, continuera ses activités s'il a toujours son budget. Et l'ufologie privée, à mon avis, de ce que je connais sur l'histoire de l'ufologie française, je ne la vois pas évoluer de manière... Enfin, elle évoluera forcément, mais vu comment Internet a pris le pas sur l'ufologie telle qu'elle était avant, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose qui en émerge de fédératif et en même temps de rigoureux
qui soit un vrai plus pour la recherche ufologique et la compréhension du phénomène OVNI. À mon avis, ça sera plutôt quelque chose qui sera éparpillé. Ça sera des tendances, ça sera des individus, des groupes ou des petits groupes qui continueront à faire du travail. J'ai connu la situation ufologique des années 80, 70-80, où il y avait beaucoup plus une tendance à la fédération, au regroupement, à une envie de travailler en collaboration, essayer de travailler de manière collective pour essayer de mettre en place quelque chose de solide. Et je le sens moins ça maintenant. C'est plus du travail en réseau, entre individus ou entre tout petits groupes, que quelque chose qui cherche à se développer, un maillage qui cherchera à se développer sur le terrain. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Comme précisé dans le sommaire, c'est une version réduite. C'est-à-dire que nous vous communiquerons l'actualité OVNI dans le monde qu'il y a eu ces mois précédents au cours de la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde. Dans cette édition, Bernard Hugues, président de l'association Miami-Marseille, mais également membre du SO et aussi membre du MUFON USA, va vous partager des statistiques sur les observations d'OVNI qu'il y a eu aux États-Unis cet été. La Floride est en 4e position concernant les observations de ce mois. Mais autrement, il y a eu 24 observations. Le premier État, je veux dire, avoir eu le plus d'observations, c'était la Californie avec 57 observations. Et au total, en France, il y a eu, c'est la France, il y a eu 4 observations. Et au total, aux États-Unis, il y a eu 582 observations. Et quand même, il faut prendre le temps de le remplir, le questionnaire de MUFON. Passons dès maintenant à la troisième et dernière partie de cette édition, le dossier. Dans ce deuxième épisode de la série Brouillage, des ufologues, veilleurs et enquêteurs vont vous partager un nouveau thème autour de l'interprétation. Nous allons venir aussi sur l'interprétation des différents dessins, l'interprétation journalistique. Car il faut savoir qu'il y a une différence entre le dessin effectué par le témoin, le dessin effectué par l'enquêteur ou le dessin effectué par le journaliste. Par exemple, le cas de Rosa Lotti, qui est le cas italien quasiment le plus connu. Il fait partie des 8-10 cas italiens forts, disons. Il a été immortalisé par la première page de la Domenica del Corriere, à l'époque, en 1954. Et donc le dessin est très daté, on voit bien qu'on ne dessinerait pas ça comme ça aujourd'hui, d'ailleurs dans le livre je l'ai dessiné autrement, mais le dessin est plein d'inexactitudes aussi. Par exemple, elle est pieds nus dans le dessin, alors qu'elle n'a jamais été pieds nus. Elle avait des bottes parce qu'il avait plu et tout était détrempé, elle avait des bottes en caoutchouc. Mais pour un tas de gens, cette pauvre femme qui était là, qui s'est fait voler un de ses bas et le bouquet, était pieds nus. Mais ça, il faut faire attention quand on dessine, effectivement. C'est pour ça qu'il faut séquencer l'information et te fonder sur l'information. Au cours de l'élaboration de ton nouveau livre, tu m'as demandé, comme dans l'ancien, de faire des reconstitutions, soit par Photoshop, soit 3D, depuis donc les dessins des témoins. Donc parlons de ça, l'interprétation des observations. Penses-tu qu'il vaut mieux laisser le dessin des témoins ou demander à quelqu'un de faire une interprétation de ce qu'il a observé? Alors moi, sachant que ça sera peut-être pas la même chose de ce qu'il a vu. Moi au départ j'étais très porté sur les photomontages parce que les photomontages étaient jolis, ça parlait bien, etc. Ça expliquait bien quelque chose. Mais c'était une interprétation du dessin. Donc c'était déjà entaché d'erreurs. Tandis que si on publie le dessin du témoin, c'est moins entaché d'erreurs, parce que le dessin du témoin, par exemple, s'il fait un arrondi qui n'est pas tout à fait un arrondi et puis qui représente vraiment ce qu'il a vu, et puis que nous, avec Photoshop, on fait vraiment un arrondi comme une pleine lune, il y aura déjà une erreur de fait sur la représentation telle que le témoin l'a vu ou l'a interprété. Alors donc, il vaudrait mieux publier le dessin du témoin ou des témoins
plutôt que de le faire en photomontage. C'est sûr que ça attirera peut-être moins l'œil du lecteur, parce que le lecteur, il veut voir, comme bien souvent il le dit, il voudrait voir des photos d'ovnis. C'est déjà des photos d'ovnis, on ne risque pas d'en faire toutes les 5 minutes, hein. On n'a pas toutes les 5 minutes un appareil sous les mains pour photographier un ovni, même s'il y a les portables aujourd'hui. Les photos, c'est pas terrible, même avec les portables. Et puis deuxièmement, les photos, mon éditeur n'est pas pour les publier, pour la bonne et simple raison, il préfère faire des photomontages. Parce que donc les photos d'OVNI, il y a des trucages et il y a des choses comme ça. Et puis lui, mon éditeur est plutôt porté sur les photomontages, mais comme on en a discuté ensemble, il est plutôt préférable, comme dans la littérature ufologique en général, de publier les dessins des témoins. C'est beaucoup plus exact. Beaucoup plus exact. J'en ai publié dans mon dernier livre que j'ai fait, j'en ai publié quand même quelques-uns des dessins des témoins, et c'était pas si mal que ça, parce que ça parlait bien. C'était le témoin qui l'avait fait, on sait qu'il avait dessiné ce qu'il avait vu, et donc même si c'était pas terrible, ça parlait, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Si on l'avait fait en photomontage, ça aurait été différent. Il y aurait eu des choses inexactes. Et ce qu'il y a sur la page de couverture, c'est un cas ou c'est une illustration Ce que j'avais choisi moi, qui était un dessin de Peter aussi, c'était le cas de grand-mère au Québec en 98, que j'ai également dessiné, mais alors là, c'était pas un dessin numérique, c'était fait à la main. D'ailleurs, il est en noir et blanc dans le livre. Mais moi, je l'avais dessiné en couleur, au cas où, pour parer à toute éventualité. Donc j'avais choisi le premier dessin qui était dans des tons froids, plutôt la nuit. Et parce que le cas de grand-mère s'est passé la nuit. Là, ça y ressemble un petit peu, mais c'est en couleur chaude. C'est pas mal d'ailleurs. Voilà. Donc oui, on peut dire que c'est le cas de... Mais là, ça s'en éloigne quand même pas mal, hein, sur la couverture du cas de grand-mère, parce que c'était pas comme ça quand même. C'était de nuit, les personnages étaient un peu flous, bon, était plutôt clair, plus clair que ça, etc. Bon, là, on peut dire que c'est une représentation de l'ensemble des cas de RR3 du livre, quoi. Voilà. Le truc dont on parle, dont on a parlé donc le 4 donc samedi dernier, l'interprétation de l'illustrateur. Ben oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, regarde Valençol. Voilà. Regarde le cas de Valençol. Ah oui, mais là, c'est dans une revue sensationnaliste. Une revue de BD, c'est pas facile à dire. Une revue de BD américaine qui est très connue. Mais qui tient carrément un pistolet pour paralyser l'autre. Ouais. C'est pas ça du tout. Et donc, en fait, il faut que ce soit sensationnel. D'ailleurs, le pauvre Maurice Mas, il ressemble plutôt à un Espagnol qu'à autre chose. Oui. C'est marrant, hein. La vision que les Américains ont des Français. Dès que tu dessines, tu y mets de toi, que tu le veuilles ou non, dedans. Donc c'est comme ça. Et le souci, c'est que lorsqu'un dessin est posé, comme le disait dernièrement Gilles Durand dans l'épisode Ovi, les méprises 6, bah c'est foutu. Les gens identifieront le cas avec ce dessin. Il y a un très bon exemple avec Oloron-Sainte-Marie. En octobre 52, dans l'observation d'Oloron-Sainte-Marie, très connue, hein, bien sûr, avec ce cigare de nuée et puis ces objets en forme de Saturne, ce n'est qu'à la suite d'un dessin envoyé au journal Sud-Ouest. Je ne sais plus si on a ou non le nom de la personne qui a fait le dessin. Enfin voilà, cette personne, témoin direct ou indirect de l'observation du phénomène d'Oloron-Sainte-Marie, prend une carte postale de la ville, vue de haut, avec un fond de ciel quand même, et elle dessine dessus des objets, des sphériques, enfin, qui se veulent être sphériques, avec un anneau, des Saturnes. Elle en dessine 10-15, je ne sais plus, alors en perspective, hein, de plus en plus petit vers le fond, et avec le cigare de nuée en biais, avec des trucs qui s'échappent en haut et en bas. On voit ça à Sud-Ouest, qui publie directement, qui refotographie la carte postale qu'on lui envoie, et qui le publie en une, donc le phénomène d'Oloron. Une semaine après, ou 2 semaines après, je ne sais plus exactement, France Dimanche, son dessinateur reprend Sud-Ouest,
redessine tout sous un autre angle, mais c'est un dessin. Et ce dessin, même si le premier donc, a figé déjà les choses, ce second dessin fige à jamais l'observation de Laurent Sainte-Marie. C'est à partir du dessin de France Dimanche que Lob et Gigi font leurs vignettes dans leur bande dessinée. Et aujourd'hui, on nous parle tout le temps de ça, des Saturnes avec le cigare de nuée incliné à 45 degrés. Voilà. Sauf que il y a plein de témoins d'Oloron dont les témoignages ont été récupérés par d'autres enquêteurs, par des enquêteurs, je dirais, ou par le vétérinaire. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le vétérinaire qui dit que ce sont des fils de la Vierge, ce sont des araignées migratrices. Et il y a des gens qui te donc décrivent ce qu'ils ont vu. Ça n'a rien d'aussi, je dirais, précis que ce qui est paru dans Sud-Ouest. Ce ne sont pas des boules plus ou moins nébuleuses, hein, comme un peu nuageuses, mais sans forme vraiment régulière. Irisées parce que c'était éclairé par le soleil. Donc irisé, c'est effectivement, moi qui ai vu le résultat de la chute de milliers d'araignées migratrices dans les années 60, où ils étaient accrochés partout, dans les arbres partout, il y en avait partout. Au petit matin, mon père me crie dans l'escalier, va voir à la fenêtre, c'est fantastique. Et j'ouvre la fenêtre, et c'était un phénomène que je garde comme ça, en moi, c'est fabuleux. Et c'était irisé, parce qu'il y avait le soleil qui était en train de se lever, et donc ça prenait les rayons du soleil, et c'était une diffraction dans ces fils ces fils d'araignées migratrices. Ça faisait plein de couleurs, c'était absolument magique. J'en avais jusque dans ma gouttière, qui était au bord de ma fenêtre. Voilà. Mais quand tu regardes tous les témoignages de Laurent Sainte-Marie, c'est celui où avec les boules, même si c'est pas le témoin lui-même, il y a tout ce qui est plus proche du dessin, c'est que ça qu'on retient. Des gens qui ont donné des témoignages où c'est où le phénomène est plus diffus, moins beau, moins esthétique, t'en entends jamais parler. Maintenant, on commence à les ressortir, mais ça s'est passé en 52. Dans le cas dans le Cantal, Gaillac. Pareil, même époque, mais il y a Saliès de Béarn, on n'en parle jamais de celui-là, hein, qui existe aussi, je l'ai trouvé dans la République des Pyrénées, dans la 4e République des Pyrénées à l'époque. Il y en a eu plusieurs à la même époque, donc il y a eu 4 ou 5 cas en fait. Les autres, après Oloron, en fait, on dit que c'est comme un Oloron, on les met tous dans le même sac. Sauf qu'il n'y a jamais eu de dessin de ces cas-là, aucun. Mais tout le monde, si tu ferais dessiner le cas de Gaillac dans le Cantal qui a eu lieu quelques jours après, ou celui de Saliès de Béarn, je te jure, aujourd'hui tu dis ça, tu parles d'Oloron d'abord aux gens, et après tu dis Saliès de Béarn et Gaillac, les gens dessineraient des Saturnes. Alors qu'il n'y a quasiment rien comme témoignage qui te donne la forme exacte des objets, des phénomènes. Lorsque vous regardez des reportages à la télévision sur des observations d'OVNI, les reconstitutions 3D sont très souvent exagérées. C'est-à-dire vous avez l'impression de voir limite un vaisseau à la Independence Day dans le ciel. Le dessin de l'ufologue ou de l'enquêteur, c'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le dessin du témoin. C'est déjà même le témoin dans le dessin qu'il va faire, s'il sait dessiner ou pas dessiner, il va avoir une marge d'erreur. Moi, j'ai vu un rapport, j'ai vu un dessin fait par ma tante, qui savait pas très bien dessiner une fois, au tout début, sur un cas qu'elle avait vu. Elle m'avait fait un gribouillage, j'ai jamais rien compris. Puis elle m'a dit, tu vois, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça, faut le deviner. Alors évidemment, moi, j'ai classé ça avec son gribouillage. C'est que tu veux en tirer de ça, tu peux rien en tirer. Bon, ça c'est le cas extrême. Non, mais d'une manière, ce qu'il faut tenir compte, c'est surtout du dessin du témoin, ou des témoins, qui ne sont pas forcément les mêmes.
entre témoins. Mais donc, d'après le texte qu'on lit, faire un dessin, bon, ça donne une idée, mais est-ce que c'est vraiment précis et exact? Est-ce que ça se rapporte vraiment? Est-ce que ça décrit vraiment le cas? Faut même être un peu un artiste pour arriver à décrire le texte, à le transcrire le texte sous forme de dessin. Alors il faut savoir que c'est pas l'auteur qui choisit la couverture. C'est bien le diffuseur. Je le dis, c'est en partie l'éditeur et surtout le diffuseur, en fonction de critères statistiques sur les possibilités de vente, faut être clair. Voilà, l'auteur n'a quasiment pas son mot à dire là-dedans. Mais honnêtement, je suis pas mécontent du tout de la couverture. L'image fera plus l'imagination que ça fera plus l'individu qu'un texte. Ouais. Dans le prochain épisode de la série Brouillage, nous aborderons d'autres interprétations et mésinterprétations de dessins de cas dans l'histoire effectués par des enquêteurs ou des illustrateurs. Nous vous partagerons aussi par le biais de l'intervention de Gilles Durand quelle est la différence lorsqu'un témoin dessine son observation entre une lueur, une boule, une sphère et un disque. Alors, ce qui est très embêtant, effectivement, c'est que je dirais qu'un dessin s'affiche à vie, ou quasiment à vie, ce que prétendent avoir vu le ou les témoins. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI dans le monde. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition. Les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également les partenaires proches ou connus comme étant les amis d'ODH TV sur Facebook. Mais également vous tous, auditeurs ou ODH Note, qui, avec les commentaires que vous nous envoyez sur les différentes vidéos, ça nous permet d'aborder des sujets qui n'ont pas forcément été abordés au cours de toutes ces années sur ODH TV. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France ou dans le monde sur ODH TV. Au revoir.